Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Michel Santi, économiste et fin connaisseur du Moyen-Orient. Son dernier livre, Une jeunesse levantine, paraît aux éditions Favre. Bonjour Michel Santi. Bonjour. Bon, je rappelle aussi que vous avez une grande carrière de banquier, de financier. Vous avez fait du conseil notamment sur les banques centrales. Aujourd'hui, vous publiez ce livre. Alors, vous avez cette vision à la fois d'économiste et d'expert de cette région-là. Est-ce que vous considérez que la guerre Iran-Israël, intervention des États-Unis, est terminée ? Je pense que pour le moment, elle est terminée. On est sans nouvelles, sans mauvaises nouvelles en tout cas depuis quelques heures, ce qui dans la région, au vu du président Donald Trump, est un bon signe. Je pense que l'Iran a compris qu'il fallait à présent un petit peu mettre son programme nucléaire en sourdine parce que, en réalité, on ne sait pas ce qui est devenu de ces capacités nucléaires. Elles ont été tellement bombardées. Eux-mêmes, je pense, ne savent pas à quel stade ils en sont, puisqu'ils ne peuvent même pas accéder à certains sites. Donc oui, je dirais que pour le moment est venu pour avoir une paix en tout cas relative, et ce d'autant plus que le président américain vient de donner le feu vert à l'Iran pour vendre son pétrole à la Chine. Ce qui est quand même le signe d'une détente non négligeable. Est-ce que l'Iran a besoin du feu vert de Donald Trump pour vendre à la Chine ? C'est fait depuis des années, après tout. Hein. Mais c'était quand même un sacré symbole. Ouais. C'est les relaxations les plus importantes des sanctions américaines depuis 10 ans. Ouais. Et donc, juste après des bombardements qui étaient il y a 2 jours, c'est quand même un signal très fort, et, attention, et envers l'Iran, et aussi envers la Chine. Donc, signe de bonne volonté depuis Washington. Indiscutablement, sachant que son conseiller, le grand négociateur, le négociateur M. Witkoff, a annoncé qu'il y aurait des très bonnes nouvelles ces prochains jours. Alors, l'imagination... Tout est permis. Voilà, notre imagination nous permet de penser que peut-être que l'Iran serait intégré dans les accords d'Abraham, on ne sait pas. Ouais. On a eu très chaud ou pas sur le plan économique, avec, je le répète, 20% du pétrole qui passe par le détroit d'Ormuz, etc. Est-ce qu'on a eu très chaud ? Est-ce qu'on a été peut-être à la veille d'une 3e grande crise du pétrole après 74, après 79 ? Je ne pense pas, parce qu'il y a une énorme offre sur le marché du pétrole. L'Arabie saoudite fait tout ce qu'elle peut pour satisfaire son allié, les États-Unis et M. Trump, pour faire en sorte que les prix du pétrole ne flambent pas. Ouais. Cela dit, pour répondre à votre question, est-ce qu'on a eu chaud ? Écoutez, ça fait 40 ans que l'Iran a chaud, oui, au point de vue économique. Oui, mais les impacts sur l'Europe, sur l'Occident, d'un conflit qui aurait duré, qui aurait concerné le détroit d'Ormuz, est-ce qu'on a eu chaud d'un point de vue économique, nous ? L'Iran est habitué à ce genre de gesticulation. Je pense que c'était une menace et il faut bien que le pouvoir iranien montre qu'il a un minimum, ou qu'il avait un minimum de capacité de nuisance. Donc voilà, il ne leur restait quasiment plus que le pouvoir des mots. Ouais, mais ils ne l'ont jamais utilisé, cette menace, depuis près de 4 décennies. C'est ça que vous nous dites ? Je pense pas qu'ils sont prêts de l'utiliser maintenant. D'accord. Les États-Unis étaient pas trop concernés, puisqu'ils sont quasiment autosuffisants. Est-ce que nous, les Européens, on était concernés par une économie qui serait partie en déficit dans la région ? Nous, en Europe, nous sommes toujours systématiquement le maillon faible, comme vous le savez. Donc, hélas, je veux dire, il n'y a qu'à comparer les chiffres. Les États-Unis sont au plein emploi. Les États-Unis, nous avons un taux chômage, moyen de chômage, je crois qu'il est environ 6%, il me semble. Les États-Unis sont à une croissance de 3,5%. Nous avons 0 et quelques. Donc, c'est évident que nous, en Europe, nous sommes toujours les premiers à être lésés. C'est évident que s'il y aurait une flambée supplémentaire des tensions géopolitiques dans cette région-là, nous aurions été les premiers à en payer le prix, avec la Chine aussi quand même. Parce que l'Iran livre essentiellement à la Chine, c'est 1,5-2 millions de barils par jour. Oui, et puis la Chine aussi est très vulnérable du point de vue de ses exportations. Donc, quand l'Occident s'éternue, c'est la Chine vice-versa. Alors là, vous nous avez parlé des accords d'Abraham, en disant pourquoi pas l'Iran rejoindre les accords d'Abraham. On précise que les accords d'Abraham, c'est tout simplement des accords d'intégration politique et économique qui concerneraient à la fois les pays arabes de la région et Israël. Oui.
bon, voir l'Iran dedans, c'est quand même pas pour tout de suite. Non, c'est vraiment de la musique d'avenir, mais en fait, j'ai utilisé ça j'ai dit ça pour un petit peu comme une métaphore, parce que je veux dire, en fait, le fond de ma pensée, c'est tout est possible avec M. Trump. D'accord. En revanche, revenons un petit peu à l'histoire des accords d'Abraham. L'Arabie saoudite était sur le point d'intégrer ces accords d'Abraham préalablement au 7 octobre 2023. Et une des raisons, je pense, pour lesquelles il y a eu les massacres et les attentats terroristes de la part du Hamas, c'était quand même pour freiner l'intégration de l'Arabie saoudite. Mais je pense que maintenant que les choses se calment, peut-être que l'Arabie saoudite, finalement, va presser sur le bouton vert de l'intégration. Oui. Alors, je disais que vous connaissiez bien cette région. Vous avez même rencontré l'ayatollah Khomeini, qui a été le fondateur de la République islamique d'Iran. Est-ce que vous considérez que si tout se calme, est-ce que la perspective économique de l'Iran, c'est d'abord son voisinage proche? L'Iran est très proche du Pakistan. Déjà, mais ça, c'est un peu plus loin, quand même. Il faut le comprendre. Donc, je parle du voisinage. D'ailleurs, le Pakistan avait déclaré que si Israël utilisait l'arme nucléaire contre l'Iran, le Pakistan répliquerait. Bon. Donc, l'Iran, il faut bien le comprendre, étant... Tout à l'heure, j'ai dit que l'Iran, ça fait 40 ans qu'elle est économiquement mal. L'Iran avait eu quelques perspectives d'espoir avec la Syrie. Oui. Parce que les entreprises iraniennes étaient très bien implantées en Syrie à l'époque de Bachar el-Assad, au point de vue de tout un tas de secteurs, le BTP, l'agriculture, l'eau, l'armement. Et la chute de Bachar el-Assad, donc l'éviction de ce régime, a été un double camouflet, en fait, pour l'Iran. Non seulement, bien sûr, du point de vue géopolitique, Hezbollah, etc., comme on le sait bien, soutien du régime politique d'Assad, mais également parce que le nouveau régime d'Al-Shara a stoppé net les relations économiques avec l'Iran. Donc, l'Iran, jusqu'à il y a quelques semaines, avait perdu, avec la Syrie, une de ses ressources financières les plus importantes. Et l'Arabie saoudite, on a l'impression que Pékin essaye de les rabibocher tous les deux. Avec l'Iran et l'Arabie saoudite. C'est une longue histoire, l'Iran et l'Arabie saoudite. Mais ils pourraient avoir des relations économiques. C'est une histoire millénaire. Comme vous le savez, les chiites, les Iraniens sont des chiites qui... traditionnellement ont une aversion vis-à-vis des sunnites représentés par l'Arabie saoudite et vice-versa. Mais Pékin essaye de les rapprocher, c'est vrai, avec un petit succès quand même, il faut le reconnaître. À mon avis, c'est une lutte millénaire qui n'est pas si proche d'être résolue si rapidement que cela. Maintenant, l'Iran est à genoux, économiquement, financièrement. Cela veut dire que, en tout cas, pour ces joueurs d'échecs que sont les Iraniens, qui jouent sur de très long terme, cela veut dire qu'ils seraient tout à fait partants, je pense, pour utiliser les ressources saoudiennes si elles leur sont offertes. Mais je pense qu'il y a une méfiance génétique, quasiment génétique, entre les deux pays. Donc pas de perspective de business. C'est quoi les leviers économiques de l'Iran, excepté le gaz et le pétrole? Le tourisme. Ah bon? C'est vrai? Oui, le tourisme, l'Iran... Mais ça se compte en milliards de... L'Iran est un pays... Non, ce sont des perspectives. D'accord. Ce sont des perspectives, ce sont des espoirs. L'Iran est un pays 3 fois plus grand que la France. 90 millions d'habitants, il y a des sites archéologiques exceptionnels, il y a une culture sublime. Et je pense que M. Trump a dit hier ou avant-hier que l'Iran serait très très belle. Il a employé son terme anglais que l'on connaît tous, beautiful, que tout le monde comprend. Mais je ne sais pas quels sont ses espoirs, M. Trump. Peut-être compte-t-il faire une jonction entre Gaza et Gaza. Et voilà. Mais sinon, il n'y a pas d'autre atout économique. Il n'y a pas d'agriculture. Il n'y a pas d'industrie manufacturière. Sous sanction depuis... C'est un pays qui a concentré toutes ses ressources vitales pour l'armement. Pour l'armement, pour pouvoir se défendre et pour pouvoir, le cas échéant, attaquer. Et donc, quand une nation utilise ses forces vives pour un secteur bien particulier, en plus, qui est très consommateur en liquidité, et quand, comme je vous l'ai dit, les seuls espoirs de redressement financier étaient du côté syrien et qu'elles sont épuisées,
je pense que les perspectives dans l'immédiat, c'est ces ventes de pétrole. Et du reste, ce sont des belles perspectives, puisque si maintenant l'Iran peut exporter en toute légalité du pétrole, d'abord, parce qu'il faut bien comprendre que c'est dans une première étape vers la Chine, mais peut-être dans les mois qui viennent, si l'Iran se comporte bien, s'il y a un accord qui est signé avec les États-Unis, ce qui semble aussi être une question de semaine. Donc, ce serait une possibilité de diversifier l'économie, cette rente pétrolière. Oui, bien sûr, avec les liquidités qui y rentreront par la suite. Mais avant tout cela, il faut que la population puisse être un petit peu soulagée. Ouais, et puisse avoir la possibilité d'avoir des initiatives économiques. Je le disais, dans ce livre, vous racontez vos rencontres avec l'Ayatollah Khomeini, qui a fondé la République islamique. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui de l'Iran actuel? Il serait déçu ou pas? Écoutez, il serait déjà surpris que son successeur Khamenei soit toujours au pouvoir. Ouais. Donc Khamenei, qui, je le rappelle, a été nommé par Khomeini quelques semaines avant le décès de l'imam, in extremis, parce que ce n'était pas son préféré. Son préféré, c'était l'ayatollah Montazeri, qui était à son rang au point de vue religieux, alors que Khamenei était un troisième couteau. Je veux dire, Khamenei, c'était l'ancien président qui a été choisi par Khomeini quelques semaines donc avant son décès. Et je pense qu'aujourd'hui, si l'ayatollah était encore de ce monde, il dirait, mais comment se fait-il qu'après mon décès, l'Iran ne soit toujours pas doté de l'arme nucléaire? D'accord. Merci beaucoup, Michel Santi, pour vos réponses. L'invité de l'économie est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir. Bienvenue à Téhéran, je suis Siavosh Ghazi, correspondant de France 24. Retrouvez-moi dans nos émissions et nos journaux pour vous raconter toute l'actualité iranienne. Siavosh Ghazi, l'un des 200 correspondants de France 24 dans le monde.